Salut à tous et bienvenue dans la causerie du travail de l'ombre. Alors je vois qu'on a déjà quelques personnes qui sont sur le live, donc merci à vous d'être là. On a Chicken Wing 06 qui dit salut tout le monde, donc voilà, merci d'être là. Bon, maintenant vous en avez peut-être un peu pris l'habitude, c'est quand même la 6e émission que l'on fait. On va revenir bien évidemment sur le dernier match de l'Olympique de Marseille face à Metz. Voilà, alors je sais, un coup c'est 21h, un coup c'est 17h, c'est peut-être pas toujours facile de me suivre, mais c'est mon instant liberté. Voilà, ma petite bulle où voilà, je peux m'éclater. Donc j'ai envie de garder cette liberté, de faire ça un peu à n'importe quelle heure pour pouvoir partager ça avec vous. Alors je sais que c'est pas toujours facile pour me suivre, mais voilà, autant mes analyses sont le lundi à 17h, 18h, c'est bien précis. Autant là, c'est mon espace de liberté. Voilà, on a Bonze74 qui est là, qui nous dit salut de Tunis, c'est assez ouf. Donc salut à toi Bonze, merci d'être là. Et donc, comme vous le savez, toutes les semaines, je vais analyser le match avec un invité. Et cette semaine, on a un invité de marque, comme toutes les semaines, vous me direz. C'est monsieur Christophe, a.k.a. CM Football. Comment tu vas Christophe ? Salut Kevin, avec plaisir. Merci pour l'invitation, ça va très bien. Avec plaisir, merci à toi d'être là. J'espère qu'on va passer un bon moment et que les gens qui nous regardent vont passer un tout aussi bon moment. Écoute, on traîne pas, Oui. on plonge un petit peu sur cette rencontre de l'Olympique de Marseille. Yes, c'est parti. De Allez, toute façon, on let's va passer un bon moment. Marseille a gagné, donc Ouais, c'est bon. déjà, le résultat est positif. Bon, il y a eu du positif, du négatif, mais le résultat est là et c'était le principal. Et ben justement, on va essayer de décrypter un peu tout ça. Il y a Flinch62 qui nous dit salut les gars, je fais des petits big up quand même. On a des follow, on a Bill13OM, on a Loxy25. Voilà, donc merci à tous. Écoute, après avoir expérimenté, tu sais, la défense à 4 dans la semaine face à Nice, composée uniquement de centraux. Bon, Sampaoli nous a sorti une nouvelle carte, on va dire, de sa manche, en alignant notamment Pape Gueye au poste de latéral et en se passant de Milik, ce qui était assez inattendu. Donc je vais me poser une question qui est un peu le titre de cette émission, c'est est-ce que gagner donne forcément raison à Sampaoli ? Ah, ah, ah. Grande Ça, question. c'est la grande question et on va évidemment toujours débattre de ça. Il y a deux côtés. Gagner t'apporte les 3 points. Gagner te permet de te rapprocher de la qualification à la Ligue des Champions, qui est l'objectif numéro 1. Mhm. Gagner te permet de prendre +4 face à Nice, donc Ouais. énormément de satisfaction là-dessus. Mais après, si tu analyses le match, ce qu'on va faire, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, et ça fait plusieurs matchs que Sampaoli, on se pose des questions justement sur la tactique qu'il met en place, le rendement des joueurs et l'attitude Mhm. au global. Voilà. Donc ça va être l'ensemble de notre débat, je pense. Donc, globalement, ta réponse, si je résume en quelques mots, c'est il y a les 3 points, mais ce qui s'est passé sur le terrain et les choix, en tout cas, ne t'ont pas satisfait. Bah ouais, en fait, il y a les 3 points. Moi, je suis un fervent partisan de Didier Deschamps. Donc, ce qui Ok, reste à la fin, c'est la victoire. ok, ouais. Maintenant, ce qui marque aussi quand tu te rappelles d'une équipe, c'est comment elle a joué. Mhm, Et la victoire, on peut en parler très rapidement. Ça fait 3 points de plus mhm, et on passe à autre chose. mhm. Mais l'attitude des joueurs et la tactique, ça nécessite débat. Et il y a des choses qui ont été positives dans cette rencontre. Mais il y en a d'autres qui suscitent énormément de questions et je pense Ok. qu'on va justement Ouais, en justement, débattre. alors mettons les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui tactiquement, en tout cas au départ de la rencontre, te gêne le plus dans la compo en tout cas, l'absence de Milik, le fait que Pape Gueye soit positionné à ce poste hybride, si on peut vraiment le qualifier de poste hybride, parce que j'ai vraiment eu la sensation que pour le coup, pour cette rencontre, il a vraiment joué latéral, il est très peu rentré dans l'axe. Qu'est-ce qui te dérange le plus sur le coup en tout cas ? En fait, il y a 2 points dans la tactique. Déjà, la première partie, c'est ce qu'on voit quand on n'est pas dans le staff technique de l'OM. C'est-à-dire quand on est Ouais, supporter et qu'on regarde le match à la télé, on voit la tactique en 3-2, 3-2, ouais, je vais mettre la qui est compo. annoncée par Prime Video. Ouais. Ouais. Et donc ça, déjà, tu te dis une demi-heure avant le coup d'envoi, waouh, surprise. Mhm. Ok, qu'est-ce qui va se passer encore? Donc bon, d'un certain côté, tu peux te dire il y a confiance en l'entraîneur parce qu'il a quand même des bons résultats depuis son arrivée à l'OM. Mais encore un nouveau schéma tactique. Tu innoves contre Nice.
t'es pas très bon contre Lyon après avoir ouvert le score. Et là, tu te dis, bon, on joue le 18e ou le 19e, enfin, il faut gagner pour prendre le plus 4. Ouais. Et donc, ouais, tu vois cette tactique où tu as Saliba qui se retrouve axe gauche, tu as Camara avec Gay, pourquoi pas, mais tu as surtout ces 5 offensifs, mais tu es quand même hypé parce que tu te dis, allez, Bakambu et Dieng devant, Et oui. c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Donc tu es partagé. Ouais, moi, Mais d'un autre côté, enfin, moi, vas-y, vas-y. Moi, si je peux... Ce que je trouve intéressant dans ce débat, et là, je vais faire un clin d'œil à mon poteau Romain Canuti du Phocéen qui a sorti un article là-dessus aujourd'hui, je crois, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je trouve intéressant, en fait, ce match, j'ai du mal à me positionner. Alors, sur mon analyse, pour ceux qui l'ont vu, je montre un petit peu le match de Pape Gueye et j'y vais peut-être un peu fort avec Sampaoli et son choix d'utiliser Pape Gueye en tant que latéral. Mais en même temps, avec le recul, je me dis... Enfin, je peux comprendre, en fait, les choix de Sampaoli. Bon, Milik a enchaîné 2 matchs assez rapidement. Est-ce que c'est pas intéressant de le faire souffler, sachant qu'on rejoue jeudi un match qui, en tout cas pour moi, me semble important. On verra ce qu'en disent le coach ou ce que vous en dites dans le chat d'ailleurs, mais qui me semble assez important, notamment ce match aller. Et puis, on a le retour de Pape Gueye et Bamba Dieng, qui, mine de rien, viennent de gagner la CAN, ce qui n'est pas rien. On a tendance, nous, je pense, Européens, à peut-être banaliser un peu plus la chose, la sous-estimer, alors que c'est un trophée hyper important. Et donc, on a quand même 2 joueurs qui viennent de gagner la CAN, qui reviennent dans le groupe, et on les mettrait sur le banc. On ne les utiliserait pas, on ne profiterait pas de l'euphorie qu'ils peuvent avoir, tu vois, notamment Bamba Dieng. Donc, j'ai un peu de mal là-dessus aussi, tu vois. Si on fait un peu la balance, il y a ce choix aussi d'impliquer plus que 11 joueurs. Et quand on voit l'enchaînement qu'on va avoir dans les semaines à venir, ben, je trouve ça aussi intéressant, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, non, c'est sûr. Là-dessus, je te rejoins. C'est-à-dire que tu peux te dire, enfin, on peut se dire qu'on peut profiter de l'euphorie. Et sur l'aspect offensif, en tout cas, moi, je suis content de voir Bamba Dieng. C'est un joueur que j'apprécie. Je trouve qu'il a un potentiel énorme. Il faut qu'il travaille sa finition, évidemment. Ouais. Et puis, Bakambu, on va probablement en parler, mais il apporte de la profondeur. Il apporte avec des appels que aucun autre joueur dans l'effectif ne réalise. Donc, ces 2 joueurs en pointe, pour moi, pas de souci. En revanche, de voir Saliba, qui est probablement le meilleur défenseur de l'OM depuis le début de saison, axe gauche, après l'avoir fait, donc ça, axe gauche sur le schéma tactique présenté par Prime et annoncé par Sampaoli au staff de Prime, alors qu'il a joué défenseur droit contre Nice, là je me dis, waouh, on va où là? Et ça, c'est surprenant. Alors, il y a un autre point qui m'a surpris dans la compo. Milik, je te rejoins. C'est-à-dire que pour moi, il a joué les 2 matchs, il y a l'enchaînement, etc. Mais il y a Under qui est out. Ouais. Et Under, il a joué face à Angers, il est rentré, il a fait une différence grande dans cette rencontre. Et si je me trompe pas, contre Nice, il est là ou il est pas là contre Nice? Je sais plus. Contre Nice. J'ai un doute sur Nice. Si, il joue contre Nice. Tu me mets le doute. Ok, mais ouais, mais j'ai le doute aussi. S'il doit jouer, il est titulaire. Ouais, si, il est titulaire. C'est lui qui met qui est présent sur le premier but. Mais bon, sur un match comme ça, je m'attendais à le voir. Et puis très rapidement, on s'aperçoit au bout d'1 minute ou 2 que c'est pas du tout un 3-2-3-2, c'est un classique. C'est surtout ça. Ouais. On repart sur un 2-3-5. Voilà. C'est ça. Et donc. Et là, c'est la surprise. Voilà. Là, c'est la surprise parce que moi, perso, quand je vois le match, je comprends pas tactiquement ce qui se passe. Ok. Et du coup, encore une fois, c'est pas pour dédouaner Sampaoli parce que vraiment, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère et on me l'a reproché sur mon analyse. Mais quand on a conscience dès les premières minutes de la tactique qu'il emploie, eh ben, on peut se dire aussi que Under dans un système où il y a déjà Dieng et Bakambu sur les côtés, bon, le choix s'explique un peu plus, non? En fait, je pense qu'on s'est presque trop... Oui. Là où je veux en venir, c'est qu'on s'est presque trop arrêté à cette compo de départ qu'on nous a annoncé et que Sampaoli nous bluffe un peu. Et du coup, dans les premières minutes, on a un peu perdu. J'ai la sensation que ça nous a fait peut-être, dans notre opinion, manquer de recul sur les décisions qu'il a prises, tu vois.
Probablement, ça c'est sûr, tu as raison sur le manque de recul qu'on a pu avoir en tant que supporter et passionné. Mais moi, la question que je me pose, c'est que fait Lirola dans un demi-espace? Là où l'année dernière, il a été excellent justement en tant que pour coller la ligne, là où c'était Thauvin qui était dans le demi-espace droit, là où un Under peut être dans ce demi-espace pour rentrer sur son pied gauche. Alors, il n'a pas été titulaire, c'est pas grave, mais on a vu un Lirola qui a pas, encore une fois, été bon pour moi. Et ça, ça pèse sur l'OM, même si sur l'autre partie du match, le fait d'avoir mis le Bakambu sur le côté gauche qui colle la ligne et Dieng, ça a plutôt bien fonctionné parce que l'OM s'est créé des situations. Ok. Mais ça, c'est intéressant de... En tout cas, moi, ce que je tiens à souligner et qu'on doit avoir, je pense, le recul nécessaire sur ça, c'est que on a un coach qui a essayé de concerner plus que 11 joueurs. Et ça me semble intéressant. Il y a évidemment le résultat. Je veux dire, à un moment donné, on est bien mignon, mais le résultat, il est hyper important. On peut se dire aussi qu'il joue sous pression parce qu'on est les derniers à jouer. On sait que Nice a eu un faux pas, enfin que les résultats sont plutôt positifs pour nous. Et finalement, il gagne les 3 points. Et tu vois, si je devais peut-être te contredire en début d'émission, tu as parlé de ce qu'on retiendra. Moi, j'ai l'impression que dans 3 semaines, on aura tout oublié si ce n'est le résultat, quoi. On est allé gagner à Metz, on a pris les 3 points et c'est le plus important. Est-ce que si on va à Metz, on produit un super jeu, mais qu'on fait match nul, voilà, et comment on vit la chose aussi. Donc, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il doit s'appuyer sur des choses qu'on maîtrise mieux. Peut-être moins innové et on va y venir. J'essaie de vous amener tout doucement sur Pape Gueye et ce qu'il a pu faire durant la rencontre. Mais en même temps, je trouve ça très malin d'avoir utilisé Pape Gueye et Dieng dès leur retour de la CAN. Surtout qu'apparemment on a voulu un peu forcer le truc pour qu'ils reviennent plus rapidement, notamment contre Nice. Là où à la limite, et c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'absence de Kolasinac, où là je peux me poser un peu plus de questions, parce que si je me mets à la place de Kolasinac, j'ai été sur le banc de touche et j'ai vu Luan Pérez à mon poste, qui n'est pas coutumier de ce poste-là, en tout cas depuis le début de saison oui, mais qui n'est pas de formation à latéral. Et aujourd'hui je vois un Pape Gueye à ma place qui n'est absolument pas à latéral, et on va le voir pour notamment une multitude de défauts. Donc là pour le coup, le choix Kolasinac sur le banc, je le comprends un peu moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je trouve que c'est pas illogique. Après, tu sais, il joue, il est titulaire qu'une seule fois face à Angers, si je me trompe pas. Il fait 60 minutes, 70 minutes lors de cette rencontre. Ouais. Premier match au Vélodrome. Pour avoir étudié son profil sur ma chaîne, c'est un joueur qui a pas joué depuis le 15 novembre, qui avait joué que 5 matchs. Des bouts de match avec Arsenal, qui a été blessé depuis le 15 novembre, et là il a fait 60-70 minutes. Il était rentré, il me semble, lorsqu'il a signé, et là il est rentré 15-20 minutes et il fait la différence avec sa tête. C'est ça. Donc tu vois, on peut se poser la question. Alors pour toi par exemple, tu privilégies dans son choix, tu privilégies davantage l'état physique que le poste en lui-même. C'est-à-dire que Pape Gueye, il arrive, il est à même de jouer d'un point de vue physique, mais dans le poste, la connaissance du poste, il l'a pas, quoi. Donc, pour toi, il a privilégié l'aspect physique. J'aurais pas mis Pape Gueye à ce poste-là, je serais resté sur Luan Pérez. Ça, c'est aussi surprenant. C'est sûr. Okay. Voilà. Même si c'est pas son poste, voilà, je préfère avoir un Luan Pérez qui a déjà joué à cette position-là qu'un Pape Gueye qui certes revient avec beaucoup d'euphorie, mais à qui on a déjà dit de jouer ailier gauche face à Galatasaray. Il est déjà rentré même dans d'autres rencontres en position d'ailier gauche, et ça a pu bien fonctionner sur certains matchs, parce qu'il a apporté le surnombre en phase de contre-attaque. Là, arrière gauche, tu l'as dit dans ta vidéo, on va en parler sur le but. Il est à l'ouest. Et toute la défense est à l'ouest d'ailleurs sur le but encaissé. Ouais, c'est assez surprenant. J'ai vraiment la sensation, pour être tu vois, dans les propos que je tiens depuis le début, c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu utiliser Dieng et Gueye pour profiter un peu de l'euphorie de la CAN et montrer qu'ils revenaient et qu'ils étaient, qu'il était complètement concerné par ce qu'ils avaient pu faire, et qu'il avait vraiment envie de les intégrer encore plus peut-être de par leur performance dans cette équipe olympienne.
Et du coup, j'ai presque la sensation qu'il avait un 11 et que par rapport aux 11 noms qu'il avait alignés, il fallait trouver quelque chose et que la seule solution de faire jouer Pape Gueye, c'était de le faire jouer latéral. Enfin, tu vois, on est dans un truc un peu expérimental qui me dérange. Et on va notamment basculer donc sur les séquences que j'ai un peu évoquées durant mon analyse. Et vous le savez, j'aime bien commencer par là parce que ça me permet d'échanger avec vous, savoir si vous avez eu des questions, des remarques par rapport à ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je vois, il y a plein de commentaires, j'essaie de lire un peu, c'est pas simple. On a quelqu'un, on a Chicken Wing 06 qui nous dit d'accord sur l'Irola, mais vous ne pensez pas qu'il a aussi un problème de confiance? Alors ça, c'est évident que la confiance n'est pas de son côté. Maintenant, à mon sens, et on l'avait évoqué sur quelques causeries précédentes, la confiance, faut aussi un peu aller la chercher et c'est pas forcément le cas de l'Irola. Donc là, je vous montre une séquence où en fait, on a le ballon qui est sur la droite et on va vouloir basculer le jeu sur la gauche via l'intermédiaire qui est en possession du ballon, que je ne raconte pas de bêtises. Peu importe, j'ai envie de dire. Je crois que c'est Camara. Non, je crois que c'est Camara. Oui, ça doit être ça. Et du coup, on veut... Oui, c'est ça, c'est Camara, évidemment. Et du coup, on veut basculer à gauche et regarder le positionnement de Gueye qui est très axial. Alors, vous allez me dire, c'est ce qui est demandé aussi par Sampaoli, qu'en phase offensive, il rentre un peu plus dans l'axe. Alors déjà, je ne suis pas convaincu sur cette rencontre parce qu'il l'a très très peu fait. Alors, est-ce que c'est un manque de maîtrise de ce poste hybride de la part de Gueye ou un choix de Sampaoli? Ça, malheureusement, on n'est pas dans le vestiaire pour le savoir. Et c'est toujours un peu difficile de se prononcer. Toujours est-il que dans cette position... À mon sens, il est inutile, voire embêtant en fait. Parce qu'il vient un peu manger l'espace de Camara. Donc vous avez vu, hein, je vous l'entoure, qui va recevoir le ballon ici. Et à la limite, il peut être intéressant ici seulement si Bakambu, qui est situé ici, vous voyez, eh bien, s'il était sur le couloir et que le but était en fait d'attirer le bloc messin. Et de libérer cet espace et ce couloir à l'opposé pour Bakambu. Là, on est sur un bloc marseillais qui est sur la moitié de terrain, quoi. Et ça, c'est problématique. Et donc, je vous ai montré, pardon, je vous ai fait la petite... non, c'est sur les séquences d'après où je vous montre, en fait, que moi, j'aurais aimé qu'il se situe, beaucoup plus ici. Qu'est-ce que tu en penses déjà sur ces premières images, Christophe? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Là, je suis d'accord complètement avec toi, surtout qu'il reprend sa position naturelle. Alors, certes, il gêne Camara, mais je pense que c'est sa position naturelle sur le terrain qu'il recherche et qu'il retrouve, en fait. Donc, par naturel, c'est logique. Et ce qui est surprenant, et je suis doublement d'accord avec toi, c'est que on a entendu Sampaoli parler à la fin du match et expliquer que Bakambu avait été positionné sur l'aile gauche avec Dieng sur l'aile droite pour coller les lignes, pour élargir un maximum le bloc messin. Là, on est justement dans l'explication la plus totale de, oui, il aurait dû être plus excentré pour encore plus élargir, parce que là, on a l'impression, et on le voit, on a un bloc de 8 joueurs. Alors, 6 Marseillais plus 2 qui sont dans le centre du terrain, qui sont assez regroupés. Et le jeu peut se passer de l'autre côté. Mais c'est super intéressant ce que tu dis dans le fait de parler de Bakambu qui aurait peut-être dû profiter davantage du couloir et qui avait tendance à se réaxer un peu trop. En tout cas, ça faisait beaucoup. Si c'est pas Bakambu, que ce soit un autre, parce que ça faisait Gueye, ça faisait Gerson, ça faisait Bakambu, qui étaient finalement tous dans cette même zone axiale. Et c'est super intéressant, je sais plus où je voulais en venir, pardon. Si c'est dans le fait que on peut aussi, je vous ai parlé de Gerson peut aussi avoir ce rôle de venir sur le côté à la manière d'un Guendouzi, comme on le voit d'ailleurs un peu ici, je vous le montre, sur le flanc droit, venir occuper ce côté-là, et on l'a très peu vu, et c'est quelque chose, d'ailleurs pour ceux qui ont regardé mon analyse, qui commence à intervenir dans les 20 minutes, 25 minutes, donc on a eu vraiment un temps d'adaptation. Je vais quand même poursuivre sur cette séquence parce que je trouve intéressant de vous illustrer pourquoi c'est problématique, au-delà de ne pas pouvoir basculer sur le côté, c'est que lorsque Gueye reçoit ce ballon de Camara, puisqu'il est forcé plus ou moins dû au pressing messin, de basculer quand même sur Gueye, même si sa position n'est pas idéale, c'est regarder la position de son corps. Déjà, il reçoit le ballon, il est à reculons, il est sur les talons, et l'orientation du corps n'est pas bonne. Et surtout, la prise d'information, elle se fait pile au moment où je vous fais
où je vous fais ce screen, donc elle se fait vachement tard en fait. Il n'a pas le temps de lire le jeu, de lire le placement de ses coéquipiers qu'il y a autour de lui. Et donc, vous voyez, quasiment au moment où il reçoit le ballon, il doit prendre l'information, ce qui est beaucoup trop tard. Vous le savez évidemment, on doit prendre l'information bien avant de recevoir le ballon. Et du coup, eh ben, il reçoit... Alors là, je ne vous ai pas mis le cercle, ici, Gay. Lorsqu'il reçoit le ballon, ben, les solutions sont plus limitées, il ne sait pas trop quels sont les déplacements de ses partenaires. Et il va finir par faire cette passe que je vais vous illustrer avec cette flèche sur le côté, ici, sur Bakambu. Mais en fait, cette passe elle va être interceptée par le Messin qui est situé ici. Forcément, puisqu'il a lu le jeu assez facilement, puisqu'on se rend compte que il a du retard sur tout, en fait, Gay, que ça soit sur son placement, sur la prise d'information, et du coup, sa passe n'est pas bonne, pas assez appuyée, et la lecture du jeu pour l'adversaire est beaucoup plus simple. Ce qui pouvait être intéressant ici, si on doit vous chercher une solution, ce qui me semblait intéressant, c'était d'allonger un peu plus ici en profondeur, parce que vous voyez que j'essaie, pardon, c'est jamais facile d'écrire, de bosser des flèches en même temps que de parler. Je vais m'améliorer au fur et à mesure des semaines. Mais voilà, on a Gerson ici qui va demander la profondeur en profitant justement du décrochage, si on peut appeler ça un décrochage. En tout cas, le fait que Bakambu s'écarte, il va attirer le Messin qui a derrière lui. Et Gerson va pouvoir prendre la profondeur. Et à mon sens, la meilleure solution était là, d'une, parce que la solution me paraît plus intéressante. Deux, parce qu'elle est moins risquée en cas de perte de balle. Et sur cette action, justement, on est à peine à 1 minute 47, vous le voyez, et Pape Gueye va déjà perdre un ballon très dangereux en contre-attaque pour les Messins. Et ça, je vous en ai pris quelques-unes pour vous montrer que c'est pas nouveau, ça va se reproduire au fur et à mesure. Là, vous voyez, sur cette situation, c'est Guendouzi qui a le ballon, mais regardez le positionnement de Pape Gueye, c'est pareil, il est trop axial, et il est quasiment dans les chaussures, dans le short de Kaleta Tchar. Et ça, c'est forcément problématique. Et vous le voyez, moi, j'aurais aimé qu'il soit situé beaucoup plus ici. J'essaie de lire le chat en même temps si on a des questions et tout, c'est pas simple. Pareil, n'hésite pas, Christophe, s'il y a des choses où peut-être tu n'es pas d'accord. En fait, sur la première situation, mais sur la première situation, à la première minute, sur tout ce que tu as expliqué, je suis complètement d'accord. Et je rajouterais un point, c'est sur la passe. Ouais. On voit Gaï qui est très haut à la base. Et derrière, regarde le nombre de mètres qu'il va perdre, qu'il va faire perdre à l'OM dans cette situation. Je crois qu'il recule déjà au niveau latéral 10 mètres, 15 mètres, et au niveau de vertical également. Et ça, et tu le disais, il doit prendre l'information, il doit le savoir avant. Alors, il y a 2 points. Il y a, dans ce type de situation, il n'est pas le seul fautif. Il doit avoir aussi un joueur qui est un cran plus bas, qui doit lui offrir une solution sur son côté gauche, et vers qui il doit se tourner, mais sans reculer de 10 mètres à l'horizontale et en verticale. C'est beaucoup trop. Et ben on en revient avec ce problème de positionnement que j'ai pas pu évoquer à travers mon analyse, parce que en 5-10 minutes, c'est toujours compliqué d'aborder tous les sujets, mais à mon sens, Pape Gueye, on peut le dédouaner un peu là-dessus. Alors déjà, par rapport au fait qu'évidemment, il ne maîtrise pas le poste correctement, mais il y avait un vrai problème de connexion, Pape Gueye, Gerson, Bakambu. Vous allez me dire, est-ce que c'est pas forcément surprenant, mais effectivement, je pense que quand lui était beaucoup plus axial, il manquait un joueur pour venir sur le côté. Et je pense d'ailleurs que tu évoques Bakambu, pour moi c'était plus à Gerson d'effectuer cela, comme Guendouzi pourrait le faire à l'opposé, puisque Bakambu, on a très vite compris qu'il avait envie de se réaxer très rapidement, et ça faisait d'ailleurs à mon avis partie des consignes. Mais c'était plus à Gerson de venir travailler sur ce côté. Et d'ailleurs, je l'ai dit, hein, au bout de 25 minutes à peu près, on a commencé à voir ça, un Pape Gueye profiter de cela d'ailleurs pour parvenir à se réaxer. Je vous montre encore quelques séquences pour vous prouver que ce n'est pas dû qu'à des... Oui, pardon, Christophe ? Non, je suis d'accord, j'écoute, je repensais par rapport à sa position moyenne sur le terrain, par rapport au screen que je t'ai envoyé. Il est... en fait, si je me base sur l'analyse data, il est toujours dans la même zone, mais si je me rappelle du match, c'est vrai qu'il manquait ce lien et il n'est pas aussi performant dans cette mise en relation qu'on peut avoir avec Guendouzi. Mais en fait, voilà. Je pense pour expliquer ce que tu as vu à travers ce que moi j'appelle les stats, les data là, comme tu dis, c'est que je pense qu'il a touché beaucoup de ballons sur ce côté, mais une fois qu'on avait le jeu en fait sur le côté gauche, qu'on commençait à construire, et donc tu sais, dans ces zones où on essaie de combiner tout ça, et c'est dû à ça, à mon sens, que sur la map,
c'était peut-être un peu plus coloré sur le côté gauche, alors que là où il devait être super intéressant, encore plus intéressant en tout cas, c'est dans ces phases où justement on veut renverser le jeu, quoi. On a des c'est vrai, c'est vrai. Je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense. On a Scaraboule qui nous dit quand Rongier joue à droite, Guendouzi vient dédoubler. Gay n'avait personne. Voilà, on est totalement dans ça, dans ce problème où, à mon sens, en plus, Gay n'était pas correctement épaulé, quoi. On nous dit quoi? On nous dit, pour ma part, le problème que je vois, que tout le monde, c'est que n'importe où, là, tu as une contre-attaque, il y a 8 joueurs en attaque, c'est trop. Non, c'est pas forcément problématique, parce que c'est ce que veut Sampaoli de toute façon, qu'on soit posté très haut. Après, évidemment, c'est en cas de mauvaise passe, gros danger. Mais on l'a vu d'ailleurs, Gay perd le ballon à ce moment-là, et finalement, les Messins vont pas... Je sais même pas, je crois qu'ils parviennent même pas à frapper. Donc, ça, après, c'est une question de mentalité, et là, il est difficile de reprocher ça à Sampaoli, tant on sait qu'il arrive avec cet état d'esprit. Je voulais vous en montrer une autre aussi qui est dans le même esprit. Regardez le positionnement là où on est moins sur un renversement de jeu, plus sur une phase de possession. On essaie de mettre une tactique, enfin pardon, pas une tactique, une séquence en place. Et donc là, vous voyez, on a sur le côté, je crois que c'est Pape Gueye Payet, pardon, qui est venu sur le côté là où je vous mets le cercle. Donc là, on commence à retrouver ce joueur qu'on réclamait pour venir épauler Payet, sauf que ce coup-ci, tu vois le positionnement de Gay, il est tout aussi problématique, quoi. On a un joueur un peu perdu qui est ni dans l'axe, et là je pense qu'il aurait dû être... Est-ce que je voulais réserver ce screen par la suite? Ouais, il doit être soit sur le côté de cette manière, à mon sens, parce que là, vous voyez, au départ, et encore une fois, il est dans le short de Caleta-Car, et donc il lui mange un peu l'espace. Si Caleta-Car veut se projeter, on n'a Pape Gueye qui gêne, c'est même pas un Messin, c'est Pape Gueye qui gêne. Donc là, il est mal placé. Soit il doit être sur le côté, comme je vous le montre ici, soit, s'il veut se réaxer, à la manière d'un Rongier, il doit se situer ici, entre les lignes messines. Tu vois? Alors, comme on le disait sur le chat, c'est risqué parce qu'on se projette énormément, mais c'est ce que veut Sampaoli. Et si Payet ici est sur le côté, lui peut faire effectuer le retour et entre guillemets compenser le placement de Pape Gueye qui est beaucoup plus axial. Donc je pense qu'en fait il était toujours entre deux choix. Il savait pas s'il devait jouer le rôle de latéral, il savait pas s'il devait jouer le rôle de milieu de terrain, et au final il se retrouve entre deux et il est complètement inutile, voire gênant. Puisque vous allez voir qu'ici, il est aussi sur la ligne de passe. Si Caleta-Car veut la donner rapidement à Payet, il peut pas, parce que Pape Gueye est sur la ligne de passe. Donc, ce que je voulais vous expliquer par là, c'est que, au-delà, évidemment, du problème de Pape Gueye qui n'est pas un connaisseur de ce poste, au-delà du fait qu'il n'est pas le seul fautif, dû à Sampaoli, comme je viens de le dire, mais dû aussi à ses coéquipiers, où je pense que Gerson et Bakambu auraient plus l'épauler. En tout cas, il y a eu un problème de complémentarité. Je peux pas m'empêcher aussi de croire et de voir qu'il y a eu un vrai problème pour Pape Gueye aussi sur ce match, quoi. Qu'il a tout simplement pas été bon. Faut pas avoir peur de le dire parce qu'il a pas été mis dans les meilleures conditions, qu'il a pas été bon, tu vois. Ouais, et puis la non-habitude, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a dit tout à l'heure qu'il a très peu joué avec Sampaoli aussi. Ouais, totalement. Là, tu le mets dans une position qui est inhabituelle. Et sur le screen, le dernier screen que tu mets que je vois en tout cas, ça dénote bien aussi où est situé Gerson, qui est un joueur que j'apprécie grandement dans sa position de garder le ballon, de conserver le ballon, de calmer le jeu, d'être justement un très bon complément de Guendouzi qui est beaucoup plus foufou. Gerson apporte autre chose, mais là, il n'est pas présent dans une zone où il aurait pu être à côté de Payet. Ouais, totalement, c'est ça. C'est d'ailleurs, je pense, pourquoi Payet est sur le côté. Hein. D'ailleurs, ils ont permuté entre eux et ça me semble pas inintéressant parce que après là c'est toujours difficile, on est sur un arrêt sur image, on sait pas comme la séquence a précédé. Oui. C'est toujours un peu difficile, mais en tout cas là où on se rejoint sur tout ce qu'on dit, c'est que Pape Gueye, en plus d'être dans une situation délicate, n'a pas été épaulé au mieux en tout cas, quoi. Pour en finir avec Pape Gueye, c'est que on a vu un autre problème, c'est qu'il c'est pas un latéral, il a tendance à se faire aspirer un peu facilement
par l'adversaire, et on le voit notamment ici, vous voyez, il va venir sur ce Messin ici, alors que dans son dos, là, ça peut partir en profondeur. Alors, il ne sera pas servi sur cette action, mais vous voyez, on voit que le couloir, il peut être totalement libéré pour un Messin, et ça, c'est problématique. Et c'est notamment parce que, vous voyez, on a Camara ici qui est venu jouer, comme il le fait, son rôle de défenseur central en phase défensive. Et on a cet appel du Messin, là, qui est à côté, qui va partir en profondeur, et on a Caleta-Car, en fait, qui vient essayer de, évidemment, de couvrir. Donc, on a à la fois un Caleta-Car qui va partir sur le reculoir un peu à l'opposé, un Pape Gueye qui en a finalement 2 pour 1. Là, on sent même que, et c'est ce que je voulais illustrer là, c'est que même si Pape Gueye ici ne doit pas se faire aspirer, il doit davantage s'occuper du couloir, on sent que aussi il y a un problème d'entente au sein de la défense en fait. On parlait du problème d'entente Gerson, Bakambu, Gueye, mais on peut voir aussi que Caleta-Car est un peu perdu avec Pape Gueye sur son côté gauche, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? On a perdu ta caméra, Christophe. Ah, on a perdu ton son aussi, a priori. Christophe. Alors, je suis de retour. Ah, tu es là. Je suis de retour, mais ça a sauté d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, on n'a plus ta caméra. Attends. Écoute, j'essaie de régler ce problème, je vais lire un peu les commentaires comme ça, c'est parfait. On a bon 64 heures, ouais, tu es de retour Christophe. On a le vrai problème, c'est que ça crée un déficit de certitude chez les joueurs. Gueye se demande ce qu'il fait là et tous les autres joueurs prédestinés à ce poste se posent la même question. Le même problème se pose pour d'autres postes. Ouais, je peux comprendre ça et c'est ce qu'on évoquait un petit peu en début d'émission, hein, mais c'est difficile de trouver l'équilibre. Je pense que là, il n'a pas encore trouvé l'équilibre, Sampaoli, entre les choix qu'il veut faire, la tactique qu'il veut mettre en place, le fait de donner du temps de jeu un peu à tout le monde, de concerner tout le monde. Je pense que Pape Gueye, voilà, on a un Camara à ce poste qui joue très bien, il sait qu'il a un Rongier qui peut le faire, un Gerson, un Guendouzi, on a du monde. Donc moi, j'ai la sensation qu'aussi, par cet intermédiaire-là, par ce choix-là, il a voulu concerner Gueye, l'intégrer dans l'équipe, mais vu qu'il sait qu'il n'a pas le rôle idéal, il essaie peut-être de lui trouver, tu vois, une autre facette. Ouais, Christophe. Moi, je trouve qu'en fait, c'est pas négatif de ne pas avoir de 11 types à l'heure actuelle, parce que ça montre la profondeur de banc à l'Olympique de Marseille. Totalement. On a la possibilité de jouer avec de nombreux joueurs. On a un problème de rythme. Ce qui m'embête, voilà, ce qui m'embête le plus, c'est que on a une équipe dirigeante qui est arrivée en octobre 2016. On est en février 2022, ça fait 5 ans et demi. Et en octobre 2016, on se posait déjà la question, c'est qui l'arrière-gauche à Marseille? Oui. Oui. Et ça m'embête davantage, en fait. Après avoir vu passer Amavi, Nagatomo, Luan Pérez, et aujourd'hui on se met un Pape Gueye en hybride, c'est gênant. Voilà. La profondeur de banc, le nombre de joueurs qu'on a, c'est pas gênant parce qu'on se dit, tactiquement, un adversaire, il va nous observer, il va se dire, bon, c'est le deuxième du championnat. Sampaoli peut me sortir un système de jeu que je maîtrise pas et il faut que je reste au taquet de ce qui va se passer avec des joueurs que je vais peut-être pas voir venir. Maintenant, il peut exploiter ces faiblesses-là aussi, mais il a plus peur que il se sent confiant, l'entraîneur adverse. Voilà. Mais après, quand tu fais le focus, l'arrière gauche, c'est quand même un sacré sujet depuis. C'est vrai que c'est un quoi. truc que l'on traîne depuis longtemps et c'est vrai. Et alors, je fais exprès, hein. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aime bien juste me faire l'avocat du diable souvent. Vas-y. Maintenant, en même temps, quand on voit le dispositif que veut mettre en place Sampaoli, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un vrai latéral? On peut se poser la question aussi. Maintenant, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'en plus, on aime changer de dispositif, on aime s'adapter à l'adversaire. Faut qu'on ait plusieurs cordes à notre arc et on a besoin, je pense, d'un latéral gauche. Mais est-ce qu'on vient pas de le trouver avec Kolasinac? On a peut-être besoin d'un peu plus de temps, mais... En fait, voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un Kolasinac qui puisse justement aborder, et puis être titulaire dans ce rôle de piston gauche qu'on recherche. Et en plus, il a cette possibilité d'être flexible et polyvalent, voilà, à pouvoir jouer en défense centrale ou en milieu défensif. Totalement. C'est une force de son côté. Ce qui peut apporter un changement de style de jeu au fur et à mesure des matchs. Donc ça, j'aime bien. Mais si tu regardes l'ensemble des joueurs, des postes à l'OM, il y a quand même des joueurs qui se dégagent avec des postes qui sont remplacés. S'il y a toujours un focus,
c'est à gauche. Alors, il y a Kolasinac qui est arrivé, il y a Bakambu qui est arrivé aussi. Tu as raison. Et ils ont cette faculté de jouer à gauche. Donc, on va voir dans les 3, 4, 5 prochains matchs comment ça évolue. Mais tu as totalement raison. Espérons qu'on a trouvé la clé de ce côté gauche avec Bakambu et, j'allais dire, Pape Gay, tu vois, comme quoi, dans ma tête, ça y est. Et Kolasinac. Je voulais vous montrer... Attends, on nous dit, tu as oublié les pompes d'Evra. C'est vrai, il y avait Patrice Evra. Le high kick, plus que les pompes, c'était le high kick. J'ai oublié. On nous dit bien d'accord avec toi, cette saison on joue bien mieux à 3 défenseurs. Voilà, donc avec ce poste hybride, etc. Ouais, non, mais c'est... Même au-delà de savoir comment on joue, le fait qu'on ait plusieurs, comme je le disais, cordes à notre arc, qu'on ait plusieurs dispositifs, au-delà des postes que l'on cherche à avoir hybrides, il faut qu'on ait cette tactique hybride. Alors, on l'a, vous allez me dire, parce qu'on change régulièrement. En revanche, on l'a en début de rencontre, parce que je sens un Sampaoli qui étudie bien l'adversaire. Maintenant, ce qui serait super intéressant aussi, c'est de pouvoir le faire en cours de match. Et ça, c'est encore un truc sur lequel on doit absolument travailler. Alors d'abord, le réussir en cours de match, mais le faire aussi en cours de match, parce que Sampaoli, je pense qu'il est très très bon dans l'analyse d'avant-match. Après, ce n'est que mon avis, pardon. Mon ami, ça reste mon ami quand même, Sampaoli. Mais en cours de match, je pense que l'analyse elle est beaucoup plus difficile pour le coach. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait des allers-retours à tout va et qu'il est tellement dans le match, tellement surexcité, tellement stressé que... Moi, de loin, comme ça, je n'ai évidemment aucune info, mais j'aurais presque envie de conseiller à Sampaoli à un moment donné, prends-toi un adjoint qui monte en tribune, qui regarde le match d'en haut et qui puisse peut-être parfois communiquer avec toi, tu vois, sur ce qui se passe et peut-être avoir davantage de recul. J'ai la sensation que il a parfois un peu trop la tête dans le guidon et qu'il a du mal à avoir ce recul nécessaire pour basculer sur ce qu'on aime et sur ce qu'on évoquait là, c'est-à-dire ce côté très hybride. Il a un adjoint qui est suspendu jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai. Je ne me trompe pas, celui qui était dans les affaires à Nice. Ouais. Malheureusement, tu as raison, hein, il n'est pas là. Mais pour appuyer ton point, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel est l'impact des changements de Sampaoli dans les résultats de l'OM. Là, on l'a vu avec Milik. Ouais. Ça a marché. Il y a plus 2 par rapport au changement plus 2 points par rapport à ce qu'il fait dans le match. Mais j'ai pas la stat des changements qui ont été décisifs en cours de match sur le résultat final. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a. Sur les derniers matchs, il a commencé à y avoir de l'impact. J'ai pas une grande mémoire pour ça, mais je sais qu'on a fait il y a un remplaçant il y a peu de temps aussi qui a marqué. Si dans le chat vous voulez m'aider, ça serait parfait. Under face à Angers, il change la physionomie du match, mais il y a 3-2 au moment où il rentre, si je ne me trompe pas. Et on n'est pas loin. Il y a peut-être 2-2. Il y a peut-être 2-2 à ce moment-là, parce que c'est la passe en profondeur pour Gerson, c'est Under. Ouais. C'est confirmé, il y a 2-2 et on est même à 2 doigts d'encaisser le 3-2. Et effectivement, donc c'est exactement ça, c'est Under. Et là, on a Milik, donc en peu de temps, finalement, on pourrait se dire... En fait, c'est drôle, tu vois, c'est super drôle de parler de ça parce que ça fait 2-3 matchs qu'on critique peut-être un peu plus véhément Sampaoli. Et pourtant, le principal défaut qu'il a pour moi, c'est ce manque d'adaptation. Et finalement, c'est les entrants qui, ces derniers temps, nous font gagner le match. C'est super intéressant, ça. J'ai une explication sur pourquoi on le critique. C'est que, en tant que supporter de l'OM, on a quand même été très échaudé par 2 matchs face à 2 adversaires qui nous embêtent énormément. C'est Lyon et Nice. Et perdre contre Lyon alors que tu mènes au bout de 10 minutes et que tu arrêtes de jouer et que tu prends 2 buts dans le dernier quart d'heure alors que tu n'as rien montré après la 10e minute ou trop peu après la 10e minute. Et Nice, où tu sais que tu y vas pour espérer être qualifié en demi-finale. Tu sais que ce qui s'est passé à Nice en août dernier et tu perds ce match avec 4 défenseurs centraux, avec Saliba arrière droit. Après, tu mènes 1-0 et t'en prends 4. Ça, c'est chaud en tant que supporter. Ça fait pas du bien, ça. On est d'accord. Tiens, il y a Flynn. Je pense qu'il est critiqué aussi pour ça. Ouais, je pense aussi. On a Flynn62 qui nous dit Bakambu pour son premier match à Lens. Effectivement, il rentre et il marque. Donc, tu vois, finalement... Mais il y avait déjà 1-0. Il y avait déjà 1-0, mais c'est vrai. Il influe pas dans le... Il influe dans le score, mais il influe pas dans les points. Mais c'est vrai que c'est un point... C'est vrai, tu as raison. Mais ça reste un entrant encore décisif. Et effectivement, c'est... Je m'étais pas posé la question, c'est un sujet qui peut être super intéressant à évoquer où vous me donnez des idées, c'est bien. Vous voyez, sur le chat, je sais que je vous le dis que vous êtes hyper important. Je voulais finir quand même sur Pape Gay un petit peu, parce que je vous avais
elles avaient encore quelques séquences avant qu'on bascule sur un autre joueur. Pour simplement vous montrer, donc je vous montrais qu'il se faisait un petit peu aspirer. Je vais zapper les quelques séquences, mais il se faisait aspirer assez facilement. Et puis, on va retrouver, évidemment, on a tous en mémoire l'action du but qui est ici, pardon, je vais vous le montrer, voilà. Où au départ, donc, il est bien en avance. Il a 1m50, 2 mètres sur son adversaire. Et puis, il va totalement lâcher le marquage. Et donc, ça va permettre aux Messins d'égaliser. Mais c'est quelque chose aussi qu'on a vu plus tôt dans la rencontre, notamment sur cette action. Vous voyez, Boulaye est sur le côté. Il n'y a que Pape Gueye qui est au marquage, tant il n'y a pas de Messin, si ce n'est celui à côté de Saliba ici, là, qui tente de se projeter. Mais regardez l'avance qu'il a. Regardez aussi, j'ai fait exprès de prendre parfaitement à ce moment-là. Regardez son corps et sa tête. On voit vraiment qu'il regarde le Messin, qu'il a conscience donc qu'il doit être au marquage et qu'il surveille ce qui se passe. Je me pose presque la question si d'ailleurs il ne surveille pas ce qui se passe un peu plus loin, c'est-à-dire ce Messin ici. Un peu dans tu vois, cette habitude de milieu de terrain et qui se dit que finalement celui que j'ai entouré, ça serait peut-être pour Khaled Tachar un peu plus tard. Et regardez à la fin de la séquence où il est. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais si en fait le Messin il est complètement passé devant. On a une tentative de centre de Boulaya. Mais voilà, si Khaled Tachar ici vient pas couper le centre, Pape Gueye il est pris quoi. Donc même au-delà de la course, etc., là il doit pas se faire doubler, il doit mettre le bras. Et là, à mon sens, il n'y a pas d'excuse pour lui, quoi. Milieu de terrain ou des défenseurs, peu importe quoi. Et là, il doit être présent et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu donc précédemment au but. Et finalement, je me dis que la manière dont on encaisse le but n'est pas si surprenante que ça. Est-ce que tu avais remarqué un peu ça aussi, toi, Christophe? Alors, ce point-là, il est très bien détaillé. Merci, je l'avais pas aussi détaillé que toi. En revanche, le début de l'action est important aussi parce qu'on parlait tout à l'heure de Lirola et qui avait perdu confiance. Ouais. On a un Paul Lirola qui perd le ballon au milieu de terrain. Oui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de son visage quand il perd le ballon. On voit, il fait avec sa tête comme s'il était, il est pas content de lui, mais tu sais, il te fait un geste de tête, genre putain, mais qu'est-ce que j'ai fait encore, quoi, tu vois. Et c'est juste après cette perte de balle là qu'on se retrouve complètement déséquilibré. Et après le reste, je te laisse l'explication globale. Évidemment, Pape Gueye est complètement désorganisé et globalement la défense est perdue. Hein. De toute façon. Ouais, totalement. Tu vois, on a Chicken Wings qui nous dit Gueye n'a pas ce réflexe de défenseur central. Il ne faut pas oublier que Camara a été formé défenseur central. C'est pour ça qu'il est plus performant dans ces situations. Et ça, c'est évident. On est entièrement d'accord avec toi. Maintenant, je sais aussi que Rongier n'a pas du tout été formé à ce poste. Et je le trouve bien meilleur. Alors, vous allez me dire, oui, il a déjà joué plusieurs matchs, etc. Effectivement, mais je trouve qu'en tout cas, il a les qualités nécessaires pour jouer ce rôle hybride déjà de base. Pape Gueye, on peut en discuter, j'y crois pas beaucoup, mais voilà. Il y a un autre commentaire aussi qui est intéressant, qui revient un peu à ce qu'on disait, c'est Popman, qui d'ailleurs, c'est son premier commentaire apparemment, donc merci Popman, qui nous dit Milik est revenu trop en forme pour s'en passer. Sampaoli l'avait préservé quand il n'était pas revenu au top, maintenant il faut le mettre d'entrée. Mais effectivement, on retombe, et ça va nous permettre de basculer sur d'autres séquences et d'autres joueurs. On retombe dans cette question qui peut se poser, c'est-à-dire est-ce que Milik, on le met parce que là, il est en état de forme, il revient, surmotivé, envie de prouver à son coach qu'il est indispensable. Mais en même temps, si tu mets Milik, comment tu peux aligner Dieng, Bakambu, Gueye, etc. etc. Moi, j'ai vraiment la sensation que sur ce match, il a voulu donner du temps de jeu à ceux qui en avaient un peu moins. Et surtout mettre en valeur ce que venaient de réaliser Bamba Dieng et Pape Gueye avec ce qui a été fait à la CAN. Alors, je suis entièrement d'accord. Moi j'étais le premier surpris de ne pas voir Milik titulaire. Maintenant, on peut se poser la question, et elle est un peu plus loin alors, parce que quand on voit la réaction de Milik après le match, un peu rageur d'avoir marqué, et qui explique qu'il n'a pas compris, et qui veut pas en dire plus qu'il a prouvé simplement sur le terrain, on peut parler peut-être de l'aspect humain. Ça peut être un dossier intéressant, c'est-à-dire que est-ce que Milik, là, en ne le faisant pas jouer, tu le prépares pas un peu psychologiquement? Là, j'ai vraiment la sensation, de par sa réaction, en tout cas, qu'il est un peu totalement surpris de pas être titulaire. Et tu sais, ça peut donner la sensation que le coach, il a affiché ça sur le tableau. Évidemment, j'exagère, je caricature, mais à la causerie, là, la causerie, je sais pas, 2 heures avant le match. Et puis d'un seul coup, tu vois, il retire la feuille, là, le truc un peu caricatural. Milik sur le banc, le mec dégoûté.
Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un aspect humain à un moment donné à aller le voir et lui dire, écoute, ce soir tu n'es pas titulaire, mais parce que je compte sur toi jeudi, le match pour moi il est très très important. Je compte sur toi dès le week-end prochain, je te garantis que en gros tu es titulaire sur les 2 matchs suivants, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect humain à avoir? Parce que j'ai la sensation qu'il a voulu amener un peu plus d'humanisme auprès de Pape Gueye et de Bamba Dieng de par leur performance, tu vois, mais ça a été, comment on peut dire, tu sais, ça n'a pas été dit avec des mots, ça a été fait comprendre. C'est une attitude, ouais. Ouais, et est-ce que là, tu vois, c'est pareil, quoi, quand les mecs ils rentrent, je le vois jamais, hein, Sampaoli, avant prendre son entrant, tu vois, par le callback, là, le secoue un peu, c'est toi qui vas marquer, là, quand tu vas rentrer, tout ça, tu vois. L'aspect humain, je trouve c'est là que ça devient peut-être problématique en ce moment pour Sampaoli. Et c'est marrant parce que quand tu me donnes cette image de Sampaoli qui communie avec ses joueurs, il me semble que dans ses premiers matchs avec l'OM, oui. Il y a un but en Payet, fin de rencontre Payet qui va le voir. Où tout le monde va le voir, ouais. Où tout le monde va le voir, ouais. Ça me fait penser à cette image. Mais alors, il y a dans ta première question, est-ce qu'il manque d'humanisme par rapport à Milik? En tout cas, j'ai l'impression que Sampaoli, en fait, il veut gagner, il l'explique bien dans toutes ses conférences de presse. Il fait des choix et il veut gagner. Point. En fait, tu vois, Mandanda, il n'y a pas d'explication. Visiblement, d'après ce qu'on lit dans la presse, il avance, il déroule. Et ce sera notre jeu, après, nous, à en parler longuement, comme on l'a fait aujourd'hui. Quand tu gagnes, finalement, Milik, on se dit qu'il a été peut-être piqué dans son amour-propre et il a eu 5 ballons, il a tiré une fois cadré, il a marqué et il a montré que il est présent. Je ne comprends pas, mais je travaille. Voilà. Et peut-être que s'il avait été titulaire, on n'aurait jamais gagné cette rencontre. Vrai. On aurait eu le débat inverse. Est-ce qu'il faut jouer avec Milik en position de numéro 9 alors qu'il avait joué les 2 dernières rencontres? Ouais, on peut totalement prendre... C'est la magie des médias. Ouais, totalement. On peut totalement prendre ce contre-pied et dire que finalement, le faisant jouer un quart d'heure et le fait qu'il marque, il est encore plus en confiance, encore meilleur pour les matchs prochains. Donc ouais, c'est effectivement intéressant. Mais pour aller dans le sens de ce que tu as dit au départ, l'OM a joué 4 matchs, je crois, en 15 jours depuis début février. Il y a 3 matchs en 10 jours avec un déplacement à Karabagh où on va aller se faire 5000 km en avion, puis 5000 km retour pour aller jouer à 3 après avoir joué à jeudi soir à 18h. Ça sera dimanche à 13h. Il va falloir reposer les organismes, il faut impliquer tout le monde. À 17h, pas à 13h. Je te coupe, pardon, mais c'est à 17h. On aura totalement oublié. Ouais, totalement. C'est à 17h finalement. Ouais, c'est à 17h. Ça a été décalé. Non, mais oui, effectivement, t'as totalement raison. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ce côté humain qui manque peut-être avec Sampaoli. Et je pense qu'il a un moment charnière en fait. Encore une fois, c'est qu'une impression. On est en dehors du vestiaire. On n'a pas toutes les infos, etc., etc. Mais tu vois, pour continuer un peu dans les propos et dans ce qui me chagrine un petit peu en ce moment, c'est qu'on est en train de voir un Payet aussi qui commence à rentrer un peu plus dans le rang. Et en ce début de saison, c'est Payet qui tenait l'équipe. Pourquoi Payet il tenait l'équipe? Parce qu'il était totalement avec Sampaoli. On sent que c'était le bras droit de Sampaoli, qu'il y avait un vrai truc qui se passait. On le connaît, Payet, c'est un affectif. Quand il a envie de démontrer à son coach tout l'amour qu'il a pour lui, il le prouve sur le terrain, tu vois. Et là, j'ai la sensation que on est à un moment où la concurrence fait grincer des dents certains, et c'est le jeu, et c'est très bien. Nous, on est simplement supporters de l'OM, pas supporters de joueurs. Donc, comme tu le disais, nous, plus on a d'atouts, mieux c'est pour nous, tu vois. On le disait, on a un problème de riche. Simplement, à la fois le fait que Payet, ton bras droit, redescend un peu en niveau, rentre dans le rang, et le fait que la concurrence fasse grincer des dents certains, je pense que c'est le moment, humainement, d'être présent, d'être peut-être un peu plus indulgent, de moins avoir de barrières et de dire, tu vois, d'être un peu plus souple en tout cas et d'expliquer peut-être un peu plus les choix. Autant, tu vois, tu évoquais Mandanda et je trouvais ça super intéressant du fait que ça a été un peu sec, tu vois, que ça a été un peu dur. J'ai presque envie de le comprendre en fait. Là encore, sur ce point de vue, je vais presque défendre Sampaoli parce que d'une, dans l'aspect tactique et ce qu'il veut mettre en place, son choix, il est ultra justifié. Et de deux, enlever un monument comme ça,
En prenant des pincettes, en fait, je suis pas sûr que ça aide Mandanda, tu vois. Ça aurait été difficile. Autant là, Milik, tu vois, on évoquait... Pardon, je veux juste finir mon argumentaire. Je te promets, je te laisse la parole. Et autant on évoquait le problème de l'arrière-gauche qui traîne depuis des années et qu'on n'arrive pas à régler. Autant là, on a eu un problème aussi qui a traîné pendant très longtemps. On n'a pas de véritable numéro 9. On n'a pas ce grand attaquant. Est-ce qu'on l'a pas là? Et est-ce qu'on n'est pas à un moment où il faut le conserver, cet attaquant? Parce que là, si tu fais n'importe quoi, Milik, il peut dire « Ok, moi, j'ai fait ma saison. À chaque fois que j'ai joué, j'ai prouvé. À la fin de saison, je m'en vais parce que Sampaoli, je suis pas titulaire indiscutable. Je suis en concurrence avec un Bamba Dieng qui, avec tout le respect que j'ai, ne semble pas être à la hauteur que j'ai. Enfin, tu vois, on peut... Là, je pense qu'il a un moment charnière où Sampaoli doit faire preuve d'un peu plus de souplesse et d'un peu plus de réflexion dans sa gestion, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Pardon, je voulais absolument finir. Alors, non, mais très bien, très bien. Sur ces méthodes managériales, moi, je suis partisan de l'explication, toujours. Parce que tu bosses, enfin, il est entraîneur d'une équipe collective. Il doit avoir l'ambition d'intégrer, d'impliquer tout le monde tout au long d'une saison. Donc, il y a un moment, le management passe par des discussions. Je te rejoins sur un point, sur la rupture totale avec Mandanda, c'est que parfois il vaut mieux couper des têtes fermement, de ne pas rester trop longtemps de manière sous-jacente pour que ça pèse sur le poids de l'équipe. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on se dit dans la presse, à ce qu'on lit dans la presse, il n'y aurait pas eu ces discussions et il y aurait toujours eu possibilité que Mandanda soit numéro 1 bis. Aujourd'hui, clairement, il n'est pas numéro 1 bis, il est numéro 2. Et c'est ça, en fait, c'est ce côté où j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement cash avec ses équipes. Pour info, je pense que tu le sais, mais peut-être les auditeurs aussi, mais l'entraîneur des gardiens qui est arrivé est un entraîneur avec qui Paul Lopez avait déjà joué, enfin avait déjà été entraîneur au Betis Séville, donc les dés étaient peut-être déjà pipés avant. Concernant Milik, Milik, en fait, je crois, j'ai lu ce matin avec OM Passion que c'est le meilleur en si peu de matchs. Je crois qu'il a marqué 24 buts en 39 matchs. Le dernier à avoir réalisé cette performance, c'était Tony Cascarino en 94-95. Ouais. C'est quand même une sacrée performance de la part de Milik. Ouais. Après, Milik, est-ce que c'est pas un deal qui est trop grand pour l'OM? J'ai pas envie de l'imaginer, mais c'est un joueur qui est surdimensionné par rapport à ses statistiques, par rapport à l'OM, et autant en profiter. Ben oui. Mais je pensais qu'il partirait l'été dernier. Il était blessé. Je pense qu'il partira à la fin de la saison, quelle que soit la position de l'OM, en Ligue des Champions ou non. Donc, si Sampaoli est dans cet état d'esprit-là, en sachant ça, il avance et il déroule. Ouais, pour toi. Pour moi, c'est comme ça. Attention, mon avis, c'est que Milik, un joueur comme ça, il faut le cajoler, il faut le mettre numéro 9, il faut jouer pour lui et il faut marquer des buts. Voilà. Ça, c'est mon avis. Ok, ça marche. Écoute, ça va être l'occasion de faire une petite mi-temps. Je te le disais en off avant d'aborder d'autres sujets, notamment Bamba Dieng et Bakambu. Je voulais que tu nous parles un peu de toi, parce que les auditeurs ne te connaissent peut-être pas. Donc tu es Christophe, et qui est CM Football sur Twitter et sur YouTube, si je ne me trompe pas. Et donc je voudrais un peu que tu te présentes davantage, que tu expliques un petit peu ce que tu fais, et voilà. Avec plaisir. Déjà, merci encore pour l'invitation en tant que supporter de l'OM, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à échanger ensemble. Yes. Donc je m'appelle Christophe, je gère une chaîne qui s'appelle CM Football sur YouTube. Donc ce sont mes initiales, C et M. J'ai créé ça en novembre 2020, en plein pendant le confinement, parce que j'avais un peu de temps devant moi et que je voulais partager ma passion du football, et que je voulais la partager dans un format plutôt qualitatif, assez rythmé, en 10 minutes, sur des sujets d'actualité et ou historiques, et pour m'amuser, en fait. Et donc là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, 14 mois, 16 mois que la chaîne a été créée. Il y a eu 240 vidéos qui ont été réalisées. C'est un bon rythme, monstrueux. même un très bon rythme.
Voilà. Et j'ai passé la barre des 30 000 abonnés en tout début du mois de février. Donc ça, c'est Super. aussi un cap que la chaîne a franchi et ça, c'est top. Félicitations. Ça montre que c'est bien suivi. Merci, merci. Et donc, je traite de toute l'actualité du football. Donc, je peux parler évidemment de l'Olympique de Marseille avec beaucoup plus de passion et Ouais. beaucoup plus de critiques peut-être que je peux avoir sur d'autres clubs. Donc, j'analyse aussi le PSG, le Real, le Barça, etc. La particularité de la chaîne, c'est sur les 240 vidéos, il y a eu à peu près la moitié des vidéos où j'invite, comme Ouais. toi, des supporters, des journalistes, des consultants à donner leur avis sur le thème abordé. Ce qui permet aux spectateurs de se confronter à 2 voire 3 avis. Un avis peut-être plus mainstream, classique, qui est le mien pour aborder un avant-match, par Ouais. exemple, Ouais. et l'avis de 2 supporters qui vont donner pourquoi leur club va gagner, pourquoi leur club va remporter cette rencontre. J'aime bien ce côté collectif, j'aime bien ce côté plusieurs avis, et ça fonctionne bien. Et puis maintenant, on va continuer, on se fixe aucune limite parce que c'est prenant. Voilà. Des nouveaux projets à l'avenir peut-être à nous dévoiler? Il y en a beaucoup dans le carton. Il y a déjà pérennisé en fait les abonnés, les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Ouais. Un format qui fonctionne bien, c'est l'avant-match. Des formats qui fonctionnent bien, c'est tout ce qui touche le mercato. Ouais, forcément. Et puis il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Donc il y a un fil rouge sur la Coupe du Monde qui va être lancé début avril, que je suis en train de monter, de produire et qui devrait vraiment faire franchir un cap à la chaîne, toujours avec des invités. Et dans l'objectif d'avoir de la visibilité pour la prochaine Coupe du Monde. Ok, Voilà. bah super. C'est l'ambition. Cool. Eh bah écoute, on te souhaite tout le bonheur, toute la réussite possible que tu peux avoir et que ça se développe toujours aussi vite comme c'est le cas parce que franchement c'est super cool. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, aller vous abonner à son compte Twitter, voilà, et n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe. Il y a d'ailleurs des gens qui te connaissent, hein. Il y a Chicken Wing qui nous dit mais je connais CM Football et tout, des super vidéos. Donc voilà, on nous pose des petites questions aussi sur le chrono du match de ce soir. Sachez qu'on va en parler en fin d'émission. Je le donnerai aussi, tiens, c'est bien, intéressant. Je partagerai, j'écouterai attentivement. Pas de souci, on va pouvoir évoquer ça. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as retenu sur ce match, quelque chose que tu aimerais évoquer en particulier, peut-être, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué. Alors moi, c'est dans l'attitude de Payet, parce que tu en parlais juste avant cette mi-temps. Payet, il est un cran en dessous en ce moment, oui. Il a aussi eu en début de saison, en fait, il a joué un match sur 2 parce qu'il n'allait pas dans les matchs à l'extérieur. Donc ça a aussi ça lui a permis de pouvoir être en forme pour la suite de la première partie de saison. Donc là, il joue vraiment tous les matchs. Ça peut peser. Mais là où j'ai été surpris, c'est que dans son attitude dans cette rencontre, je l'ai trouvé beaucoup plus présent à partir de la 70e minute. 65-70e, beaucoup plus de ballons passés par lui. Est-ce qu'il se cachait moins? Est-ce qu'il demandait plus le ballon sans avoir la volonté de se cacher? Attention, pas de négatif ici. Voilà, ça m'a marqué quand je repense. Tiens, j'ai beaucoup plus vu Payet dans le dernier tiers du match. Voilà ce qui m'a marqué. Et après, il y a Bamba Dieng, mais Bamba Dieng, on va en parler. On va en parler, ouais. Donc tu penses que, pour finir là-dessus sur Payet, tu penses que il y a eu un problème d'implication du fait que d'un seul coup, sur les 20 dernières minutes, on le voit davantage. Moi, quand tu m'évoques les 20 dernières minutes, je pense aussi aux changements, tout simplement, qui ont eu lieu. Ouais. Et donc, lui qui a été repositionné différemment. Donc, la question se pose. Est-ce que c'est pour toi, tu le vois du côté de l'implication, du côté tactique, tout simplement? Je pense que c'est plus un aspect tactique. J'ai l'impression que c'est plus tactique, mais je me rappelle pendant la rencontre, avant le deuxième but de Milik, je me rappelle voir beaucoup plus de balles passées par lui. Et pourtant, je ne l'ai pas vu changer de position parce qu'il était toujours sur le côté gauche. Alors, est-ce qu'on l'a davantage cherché dans le jeu pour trouver la solution? C'est peut-être ça, hein, mais je me rappelle que ça m'a marqué. Et après, Kolasinac, il rentre à la place de Gay, non? 76e même. Ouais, donc est-ce que aussi, mais c'est encore avant, mais en fait il avait un vrai joueur côté gauche. Mais il y a Bakambu qui sort et qui fait rentrer Milik et du coup on se retrouve avec 2 pointes quasiment, quoi.
avec Dieng. Ouais, c'est Bakambu qui sort. Ouais, t'as raison. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, encore une fois, dans ce choix, parce que Dieng a des crampes, et pourtant il va faire sortir Bakambu, quoi. Je suis là, j'allume juste la lumière. Il n'y a pas de souci. Et ben écoute, puisqu'on parlait de Dieng rapidement, je voulais simplement vous montrer, je pense qu'on l'a tous vu, mais c'est le moment de partager quelques mots là-dessus. C'est les problèmes de choix de Bamba Dieng. On l'a vu, d'ailleurs, d'abord soulignons le positif. On a vu un Bamba Dieng qui a apporté beaucoup, qui s'est procuré beaucoup d'actions. Ça, c'est pas négligeable et c'est une vraie constante, tu vois, c'est une vraie régularité chez Bamba Dieng, c'est que chaque fois qu'il joue, il arrive à se procurer des occasions. Et ça, c'est pas anodin. C'est très bien. C'est très très bien. Parce que je dis toujours que pour un attaquant, le plus dur, c'est pas de marquer, c'est de se procurer des occasions. On est d'accord. Donc à partir du moment où il va continuer de se procurer des occasions, il va devenir plus efficace. Mais faut qu'il devienne efficace. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, traîne depuis le début. Tu vois, il suffit de se rappeler tout simplement de son premier match. Enfin, je crois que c'est son premier match. Dites-moi si je me trompe, mais face à Monaco, avant d'en mettre une, en tout cas le premier match marquant, c'est pas son premier match effectivement, mais le premier match marquant. Son premier match, c'est contre Auxerre. Oui, tout à fait. Le premier match marquant plutôt. Je me souviens qu'avant de marquer, il frappe le poteau, il frappe la barre, je crois. Ça rase le poteau. Enfin voilà, il lui en faut 3-4 pour en mettre une. Et globalement, c'est toujours comme ça avec Bamba Dieng. Alors, effectivement, il est jeune, on a le temps, on peut voir des excuses. Moi, je repense par exemple à ces matchs avec le Sénégal où j'ai pas mal suivi. C'est pareil, il a beaucoup d'actions, on souligne son entrée qui apporte beaucoup, mais ça rentre pas au final. Ce sont des actions dangereuses, des grosses frappes, mais ça rentre pas, c'est pas au fond. Et ben, on a vu encore, on l'a vu se procurer pas mal d'occasions face à Metz. Et là où, en plus... dans le même sens, oui. Pardon de te couper, mais dans le même sens, face à Strasbourg, match à l'extérieur, encore une fois, il joue sur le côté gauche. Il a 5 situations, je ne vais pas parler d'occasion, mais 5 situations dans cette... C'est quand même beaucoup, quand même, d'avoir 5 situations. Donc, se procurer autant d'occasions, c'est énorme. C'est énorme. Et il va te sortir un retourné acrobatique de nulle part, de l'espace. Il met le plus dur. Sur l'occasion la plus difficile à réaliser. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est totalement ça. Alors, ce qui est plaisant, encore une fois, pour basculer dans le positif, c'est que même au-delà du nombre d'actions qu'il se procure, voilà, on sent que c'est un vrai attaquant. Chaque fois qu'il est en position de frapper, il frappe, il se pose pas de questions. Et ce côté détermination, il est primordial pour un attaquant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il conserve, absolument. En revanche, là où il doit absolument progresser, c'est dans son analyse de la situation. C'est-à-dire que frapper à un moment donné, c'est très intéressant, mais quel est le meilleur choix de frappe? Dans quelle position? Avec quel pied? Quelle surface de pied? Et avant tout cela, est-ce que j'ai pas un coéquipier qui est mieux placé que moi? Et on le voit avec cette séquence qui est la plus criante. Je vous la montre en image, mais vous l'avez tous vu. Comment il ne peut pas la donner à Bakambu? Alors, comment il ne peut pas la donner, à mon sens, c'est tout simplement parce qu'il est dans ce truc-là où, voilà, les œillères, comme tu nous le montres, et je veux absolument marquer dès que je suis dans, tu vois, la phase de... Oui. Lucidité, manque de lucidité, en fait. Pour moi, il y a un attaquant qui était extraordinaire et dans son attitude quand il prenait le ballon, c'était Pippo Inzaghi. Ouais. Tu le voyais, si tu te rappelles, il soufflait, il respirait. Tu vois, il joue tout le temps. Oui, c'est vrai. Quand il prenait le ballon, est tout le temps en train d'oxygéner son cerveau. C'est vrai. Bamba Dieng, il n'oxygène pas son cerveau, il prend la balle, il frappe. Putain, mais respire 2 secondes. Analyse, prends une grande bouffée d'oxygène. Regarde où tu te situes avant. Et là, tu vas réussir. Totalement. Je fais une parenthèse parce qu'il y a Scaraboule qui nous dit une chose très intéressante sur ce qu'on disait. Il met le déclencheur pour Payet, c'est l'entrée d'Under. Dès son entrée, il y a plus de mouvement. Guendouzi hausse son niveau. Et c'est vrai que cette connexion Payet-Under, elle est primordiale. Et franchement, Scaraboule, tu as totalement raison. Parenthèse fermée. Je voulais juste vous montrer d'autres séquences parce qu'on a celle-ci, voilà, on a halluciné entre guillemets. On a celle-ci aussi qui nous donne je pense, le ton à cette rencontre. Regardez, le chrono, on a 2 minutes 11. On a un 4 contre 3 à jouer. Dans cette position, Bamba Dieng, il va la jouer à l'instinct. C'est-à-dire qu'il reçoit le ballon, il frappe direct en une touche de balle et elle passe largement à côté. Le choix n'est pas mauvais en soi. On sent que c'est un vrai geste d'attaquant. Mais là, il doit avoir l'analyse de se dire, ok, on est 4 contre 3, il
il y a mieux à faire. Il y a vraiment mieux à faire. Et là, tu vois, je l'avais pris exprès aussi celle-là pour montrer que forcément, on évoque le manque de lucidité qui peut être dû parfois à la fatigue, au score, etc. Là, 2 minutes, il n'y a pas d'excuse. Non, c'est clair. Il n'y a pas d'excuse et en direct, tu sais, je pense qu'on est plusieurs supporters à avoir vu Gerson seul au second poteau. Oui. Alors on sait que c'est un attaquant, on sait que Guendouzi vient de lui mettre le ballon, donc il peut rejouer en retrait. On sait que ça, il va tenter, il faut qu'il tente, mais il est aux 16 mètres. Il a un défenseur devant lui. Le gardien, il est pas trop sorti pour boucher son angle, donc il faut vraiment qu'il fasse une frappe parfaite pour marquer. Mais c'est vrai que tu as raison, il doit analyser davantage la situation. Ouais, c'est trop compliqué. J'en ai une, et là, elle est beaucoup moins criante, mais elle est tout aussi intéressante, je trouve, et je finis volontairement là-dessus parce qu'elle intervient, allez, je crois, 1 minute 30, 2 minutes, après la toute première que je vous ai montrée, celle-là, où on est tous fous qu'il ne l'ait pas donné à Bakambu. Et là, c'est ce qui me dérange peut-être le plus, cette séquence, parce que là, vraiment, il a une frappe quasi impossible à mettre, l'angle, il est fermé, et elle intervient, comme je le disais, 2 minutes plus tard. Donc, il y a eu les reproches qui sont tombés, il y a Bakambu qui lui a fait la réflexion. J'imagine que sur la toute première que je vous ai montrée, même si je me souviens bien qu'on a un Payet qui encourage Bamba Dieng parce qu'il est au bout de 2 minutes, il lui dit voilà, c'est bien et c'est très important. Mais j'imagine qu'il y a un Gerson aussi qui lui a fait la réflexion ou un Guendouzi notamment qui était placé en retrait qui lui dit lève la tête, bonhomme, quoi, tu vois, enfin quelque chose dans cet esprit. Bakambu lui a dit 2 minutes avant et là, encore une fois, il a encore la tête baissée. Alors, je dis pas que le choix, c'est Kaleta Tchar là qui est placé au centre, quasiment au point de pénalty. Je dis pas qu'il est dans des conditions idéales pour le servir, etc. Difficile, ouais. Mais, à mon sens, il doit essayer, il doit tenter le coup parce que là, sa frappe, elle est impossible aussi. Et ne serait-ce que pour l'état d'esprit que ça va insuffler auprès de ses coéquipiers, dans l'équipe de manière générale, là, il doit tenter la passe. Et là, à mon sens, c'est peut-être, allez, j'exagère évidemment, mais peut-être la plus grosse erreur parce que celle-ci, elle peut avoir un impact sur la suite et sur les prochains matchs, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je suis d'accord aussi avec, dans le chat, on dit il est jeune, il arrive sur son nuage de la CAN. Totalement. C'est clair, vous avez tous raison là-dessus. Ça. C'est pour ça qu'on est indulgent avec lui. C'est pour ça que je me rappelle avoir fait une vidéo parce que je le trouve talentueux, je trouve qu'il a une vraie marge de progression et que c'est un joueur qu'on a envie de voir réussir à Marseille parce qu'il y a tout qui est réuni. Le Sénégalais qui nous rappelle Mamadou Niang, la jeunesse, le joueur qui était payé 1 500 € et qui arrive dans un vestiaire avec des joueurs qui sont payés bien plus que lui. On a envie de le voir réussir. Il est jeune. Donc, on est indulgent. Maintenant, voilà. Il va falloir qu'il progresse. Le storytelling fait qu'on est indulgent et qu'on s'attache rapidement. Maintenant, attention à... Tu vois, notre exigence, le curseur, il est très haut chez certains. Je dis pas qu'il faut qu'il soit aussi haut avec Bamba Dieng, mais attention à le remonter peut-être un peu plus. Ou en tout cas, lui faire comprendre. Et tu vois, toujours, voilà, on est dans la progression, on est dans la post-formation avec un Bamba Dieng. On doit continuer dans ce sens. Et là où c'est dangereux, c'est qu'il sort, comme on le disait, il est sur son nuage, il sort d'une canne. Enfin là, tout lui réussit, quoi. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a 6 mois, il vit sa première titularisation en Ligue 1. 6 mois après, il a la canne. Enfin, c'est incroyable. Et il faut conserver ce côté nuage, mais attention à garder les pieds sur terre. Et pour avoir suivi la CAN comme toi, il fait une entrée en finale qui est une entrée de fou parce qu'il a 3 occasions, 3 cadrés. Qu'il ne met pas. Du pied gauche, de la tête, du pied droit, de loin. Donc 3 situations différentes. Et il va marquer son penalty. Oui, mais ça c'est fou. Il va marquer son penalty. Mais moi, je vais pas te mentir, hein, je suis comme un fou. Je me dis, mais tire pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te ruiner. Ah, moi aussi. Tu vas ruiner ta carrière, mon pauvre. Et il le met, ouais, non, vraiment un grand bravo. Il le met bien. Et il le met très bien. Il le met bien au-dessus de. Enfin, il le tire haut, même s'il est très, très centré, il le tire haut. Très difficile à sortir pour le gardien. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu cette anecdote, mais à son retour de la CAN, il a expliqué, je crois, sur les médias de l'Olympique de Marseille, que son père lui explique en avant-match que s'il y a une séance de tir au penalty, il faut surtout pas qu'il tire. Et ça, c'est je aussi... sais pas. Non. Et c'est aussi super intéressant, ça montre, tu vois, l'état d'esprit du joueur. Je crois qu'il explique aussi à demi-mot que, bon, c'est le coach au départ qui lui dit tu tires et voilà, mais il refuse pas, quoi. Ok, je suis dans la liste, je tire, j'y vais.
Et donc chapeau, ça montre le caractère. Il y a Scaraboul qui nous dit, mais en même temps, non pas Scaraboul, pardon, il y a Ernaxim qui nous dit, en même temps, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui frappe aussi, ça nous manque parfois. Et effectivement, tu as totalement raison. Maintenant, il va juste falloir trouver cet équilibre. Et attention, je trouve que c'est le moment en fait idéal de trouver cet équilibre. Encore une fois, tu vois, je parlais de moments charnières dans l'histoire de Milik et l'OM. Et ben, je trouve que c'est un moment charnière là, dans l'histoire de Bamba Dieng et l'OM, où il est sur un nuage. Il faut conserver cette euphorie, mais attention, ce qui se passe à la CAN, c'est une chose. Là, tu es en Ligue 1, tu as d'autres concurrences. On joue d'une autre manière. Enfin, tu vois, et ta progression, elle doit se poursuivre. Attention, tu vois, il va falloir trouver ce juste équilibre. Et là, je pense qu'on est à un moment charnière qu'il ne faut surtout pas rater pour réussir à avoir un vrai grand joueur de qualité, quoi. Il faut l'encadrer, comme nous dit Scaraboul, totalement d'accord avec sur toi. Le chat. Exactement. Ouais, tu es d'accord. Et d'ailleurs, attends, Djibril Cissé, il est présent en tant qu'entraîneur des U19 à Marseille encore, Oui, des attaquants chez les jeunes. Chez les jeunes, ouais, parce que ce serait bien qu'il passe une tête. Totalement, mais je serais pas du tout étonné qu'il ait déjà parlé avec Jib et tout ça. Ouais, je serais pas étonné. Après ça, malheureusement, on n'est pas dans les coulisses. Mais effectivement, même si ça peut nous paraître une petite info, c'est super intéressant, quoi. Ne serait-ce que savoir si Djibril Cissé est venu lui parler, échanger le temps d'un exercice, tu vois, quelques mots. Ça fait toujours énormément grandir d'engranger l'expérience de ce genre de joueur. Et Djibril Cissé était en plus un profil assez similaire à Bamba Dieng. Donc ça pourrait être très très intéressant, effectivement. Je voulais juste qu'on bascule pour terminer l'émission sur Bakambu. Sur cette émission, on est très joueur offensif, mais c'est intéressant parce que Bakambu, on commence à le voir un peu plus. C'est un joueur qu'on connaît d'avant, mais en tout cas qu'on découvre sous le maillot olympien. Et vraiment, même s'il n'est pas décisif sur cette rencontre, et qu'il aurait pu d'ailleurs, j'ai même envie de dire qu'il aurait dû, si Bamba Dieng avait fait un meilleur choix. Mais je le trouve très très intéressant, notamment dans ses appels en profondeur. Et je vais vous illustrer ça avec quelques images, notamment parce qu'il amène de différents dans notre jeu et ça nous manquait, notamment sur ce côté gauche. On en revient toujours un peu à ce qu'on a évoqué précédemment. C'est bien, on arrive à tout relier comme ça au fur et à mesure. C'est cohérent. Ouais, tout est lié. On est en train de coudre un truc un peu sympa. Et donc, ouais, et vous voyez, il est là, ici, et il va faire son appel en profondeur en oblique, évidemment. Et donc ça, déjà, la manière dont il fait l'appel est très intéressant. Il vient excentrer pour revenir dans l'axe. Et là où je trouve très intéressant, c'est que vous voyez, il est devant son défenseur. Et il voit, en fait, il le déclenche. Malheureusement, j'ai pas le droit d'utiliser la vidéo sur Twitch. Donc on est sur un simple arrêt sur image. Mais il est très intéressant, c'est que au départ, il veut pas forcément faire cet appel. Et en fait, il analyse que les défenseurs centraux se sont vachement avancés et que son défenseur central, son latéral, pardon, qui est dans son dos, n'a pas suivi le mouvement, en fait. Il reste à son marquage. Du coup, il comprend très vite qu'il y a une ligne défensive. On le voit, hein, d'ailleurs, vous voyez, hein, la ligne, si je retire un peu mon cercle, là, vous observez les 5 Messins, comment tout est biscornu. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça de la sorte, mais... Et il a l'intelligence de partir, tu vois, à la limite du hors-jeu et de profiter du fait que les centraux se sont avancés. Et ça, je le trouve très, très intelligent dans ce domaine. Je crois que j'ai l'image qui suit. Alors, il va recevoir le ballon de Saliba, voilà, vous voyez. Alors, il ne fera pas une grande différence parce que finalement, il sera plutôt bien suivi. Et surtout, le ballon de Saliba est très dur à donner. Mais ce qui est super intéressant, c'est son positionnement, quoi. Il est devant tout le monde. Donc, son appel... Il est terriblement efficace, en fait, tu vois. Et l'intelligence qu'il a eu de le déclencher au bon moment, et avec cette course-là, ça, je trouve ça super intéressant. Et pour terminer mon argument, avant de te donner la parole, c'est as-tu souvenir d'un hors-jeu de Bakambu? Moi, j'en ai pas. Pas contre Metz, mais contre Angers. Là. Ouais, mais contre Metz, j'en ai vu aucun, et je l'ai vu effectuer, je sais pas, 30 appels en profondeur dans la rencontre. Et ça, c'est très fort. Alors, je vais faire une comparaison, et pardonnez-moi tous supporters marseillais, mais dans les appels, il me rappelle un joueur qui a joué à Bordeaux et au PSG, qui s'appelle Paoletta, qui était toujours collé au dernier défenseur, qui faisait toujours son appel
comme tu l'as dit là, en fait, pour l'avoir vu jouer contre Angers, ce qui est très intéressant dans le jeu sans ballon, c'est qu'il va courir de manière très horizontale. Il va commencer sa course de manière très horizontale. Ouais, tout Et à le fait. défenseur qui va jouer, qui va le voir, en fait, il sait qu'il est déjà en mouvement. Et il va pas être hors jeu. Contre Angers, il prend un hors jeu, je crois, ou deux. Mhm. Il est déjà en mouvement. Il est déjà en course horizontale. Il est collé au dernier défenseur. Et au moment où le ballon part, clac, il a déjà un temps d'avance. Et il va se retrouver dans la profondeur. Et on va le voir marquer des buts avec Marseille dans cette position-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et je l'avais étudié sur une vidéo dédiée à Marseille-Angers. Ok. Il fait des appels dans le vent, mais pour libérer de l'espace à d'autres joueurs. Ah, Et contre Angers, il y a le premier but de Gerson, non, le premier but de Milik, où il fait un appel, il prend deux défenseurs, il s'incorpore entre les deux défenseurs et il libère en fait Milik sur le côté droit. ouais. Et Guendouzi se sert de l'appel de Bakambu pour servir Milik, Oui. et Milik peut marquer. Et sur le but de Gerson, il fait un autre appel, il va vers l'extérieur, Oui. il va vers le poteau de corner, il embarque encore les deux défenseurs, ce qui libère la place pour Gerson pour frapper. Eh bien, j'invite, Et ça, tu as totalement raison et j'invite les gens à aller voir la causerie qui faisait suite à ce match parce qu'on a typiquement illustré tout ce que tu nous as montré là, donc voilà. tout ce que tu nous as dit là, donc Parfait. c'est exactement ça. Et tu vois, j'en ai une que j'ai pris une séquence assez rapidement, on en a certainement beaucoup d'autres, mais vous voyez, Bakambu, il est ici, il va refaire son appel en diagonale où il va encore une fois regarder profiter de son défenseur qui est un peu trop reculé par rapport à toute la ligne défensive. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est c'est très dur de le servir dans ces conditions. Et je pense que Bakambu, il en a conscience. En revanche, eh ben, il va créer de l'espace pour ses coéquipiers. Et notamment ici, qui on retrouve, et je le disais, on va recoudre et relier un peu tout ce qu'on a dit jusque-là. Eh ben, c'est Pape Gueye qui est ici dans l'axe, alors qu'on a un Gerson ici sur le côté. Tiens donc, tout ce qu'on réclamait. Et regardez, on est à la 21e, donc c'est vraiment tout ce que j'ai expliqué, que ça intervient que vers la 20e minute. Et là, eh ben, pour regrouper avec ce qu'on a dit, je pense que Pape Gueye, ici dans l'axe, il doit se projeter et profiter de l'appel de Bakambu qui attire ce Messin pour venir ici dans le demi-espace, tu vois, et profiter de Gerson qui attire le latéral Messin. Et là, Pape Gueye ne va pas le faire. Donc finalement, ça va être une séquence assez stérile. Mais à la fois, ça montre le déplacement de Bakambu qu'on a envie d'illustrer, ses appels en profondeur qui sont très bons parce qu'ils sont à la fois pour lui, mais pour ses partenaires. Et ça montre ici que quand Gerson va sur le côté et que Pape Gueye se réaxe, on est, je pense, beaucoup mieux positionné, beaucoup mieux équilibré. Et la clé de la réussite de ce côté gauche était à mon sens ici. Enfin, troisième point, c'est que Pape Gueye ici va pas faire l'appel en profondeur. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu tout au long de ce début d'émission, c'est qu'on a un Pape Gueye un peu perdu, qui ne sait pas s'il doit jouer latéral, qui ne sait pas s'il doit jouer dans l'axe, etc. Et c'est là où ça fait toute la différence, par exemple, avec un Rongier qui maîtrise parfaitement ce poste. C'est que Rongier, on était capable de le voir latéral, venir dans l'axe, mais également effectuer ses appels en profondeur. J'ai notamment souvenir de le voir en faire beaucoup, et que Guendouzi vienne compenser ce côté-là. Et ça, c'est super intéressant. Et la clé de la réussite d'un Pape Gueye à ce poste-là, même si moi, j'en suis pas convaincu dans ses qualités intrinsèques, elle est là. On l'a vu. Tu vois, tous ces reliés. On a parlé des bons appels de Bakambu, de Gerson qui doit se décaler, de Gueye qui doit jouer ce rôle hybride, mais à fond, parce qu'il ne le fait pas. Et là, je trouve que cette séquence, pour moi, elle illustre quasiment tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est clair. C'est clair. Non, mais c'est clair. Après... ça va montrer que Sampaoli ne doit pas faire jouer Pape Gueye à ce poste-là. On va voir après-demain, face à Karabag, comment il va justement aborder cette rencontre. Je pense qu'il va encore faire tourner. Et puis l'attitude de Sampaoli dans le prochain match, ça va être aussi de voir justement quelle importance il donne à cette Ligue conférence Europa. Je sais pas comment on dit, conférence Ligue Europe. Là, je suis un peu perdu par rapport à cette compète, mais ça va être intéressant de voir justement si il joue cette compétition à fond, s'il met Kolasinac, s'il met Milik. Voilà, est-ce qu'il veut plier le match dès l'aller ? Est-ce qu'il veut se qualifier pour le 8e de finale ? Voilà, moi, je suis plutôt pour jouer cette compétition à fond, mais cette situation, elle illustre parfaitement, oui, ce qu'on a vu.
Mais pour moi, Gale ne doit pas être titulaire dans cette position-là pour le reste de la saison. Après, on peut se dire que c'était l'occasion de l'essayer parce qu'on joue le 19e, à l'extérieur, là où on est le plus à l'aise. Voilà, si à un moment où il faut le tenter, est-ce que c'était pas là? Peut-être. Là, c'est une question en suspens. À voir si par la suite, tu vois, on peut le réutiliser dans des conditions comme celle-ci, c'est-à-dire où on est censé être au-dessus de l'adversaire. Il y a Ernaxim qui nous dit « Tout ce que tu viens de décrire, pour moi, c'est tout ce que Sampaoli voulait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mis Milik, parce que Milik et les défenseurs auraient été plus attentifs... les défenseurs de Metz auraient été plus attentifs sur Milik. » C'est effectivement peut-être un point. En tout cas, forcément, il s'est posé la question. Je pense qu'il y a effectivement plein d'autres arguments, mais celui-ci tient la route et peut-être un de plus qui a fait basculer son choix de mettre Milik remplaçant pour cette rencontre. Écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Alors, on n'a pas tout abordé. Je sais que tu avais ramené quelques séquences, pardon, on les a pas montrées. Ça s'est fait un peu au dernier moment. C'était un peu just. T'inquiète. Aucun problème. Le seul point, c'était que j'avais en tête, ce qui m'a marqué dans cette rencontre, c'est la performance de Guendouzi, que j'ai senti un cran en dessous des autres performances, peut-être liées physiquement. Et pour ça, je m'étais appuyé sur un ressenti, c'était la pression visuelle. Et quand on regarde en fait le nombre de ballons touchés face à Metz, je crois qu'il est à 57-58 ballons, comparativement au match face à Angers où il avait touché 82-83 ballons. On voit qu'il avait été moins recherché, ou il avait moins recherché dans cette rencontre. Ok, ça marche. Eh ben, j'invite les gens, s'ils veulent en voir davantage à ce sujet, à se refaire le match. Vraiment. Alors évidemment, moi, c'est facile de dire ça, c'est mon métier, j'essaie de vous faire des vidéos, etc. Mais je trouve ça très intéressant de regarder le match, et non pas comme je le fais, c'est-à-dire à chaud ou dès le lendemain, etc. Le regarder 2-3 jours après, peut-être après avoir vu des émissions comme celle-ci, et de revoir avec un œil différent, parce que effectivement on est tous avant tout supporters, et on voit les choses forcément différemment en live, et avec les émotions et avec le recul. C'est toujours intéressant parfois de voir un joueur qu'on aurait pensé moyen être beaucoup plus intéressant parce qu'il a servi pour d'autres, etc. Donc voilà, je sais que ça ne passionne pas forcément tout le monde, mais si vous êtes là, c'est que vous aimez la tactique. Et si j'ai un conseil à vous donner, voilà, de le regarder peut-être pas dès le soir même, dès le lendemain, voilà, avec 2-3 jours de retard, avec les avis des uns et des autres, et pour vous faire votre propre avis, parce que évidemment, tout ce qu'on vient de dire ce soir, ce n'est que notre avis, et ça, c'est hyper important. Je fais une petite parenthèse là-dessus, pardon, mais j'ai tendance à avoir, tu vois, des fois, s'il y a des réflexions à faire sur mes analyses, c'est ouais, mais comment tu peux dire, je sais pas, que Pape Gueye n'a pas été bon alors que sa saison a été incroyable, etc. N'oubliez jamais que, d'une, c'est que mon avis, et je suis pas coach, je suis pas Sampaoli, on n'a pas toutes les infos, etc. Deux, c'est une analyse à un instant T. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une analyse du match à un instant T. Si aujourd'hui on critique, je sais pas, Dieng, qui à notre avis ne lève pas assez la tête et ne la joue pas assez collective dans ses dernières actions, dans ces moments cruciaux, sachez que c'est sur ce match-là, évidemment, qu'on peut tenir les propos à l'opposé sur le match d'après, etc. Donc, n'oubliez jamais que ce qu'on évoque là, c'est un instant T, c'est une analyse du match. Et on n'est pas en train de faire une analyse du joueur sur sa carrière, sur ce qu'il a fait depuis le début. Si on critique Milik, évidemment, on sait tous que Milik est un grand joueur. Voilà, ayez aussi le recul nécessaire. Et je pense que analyser les matchs 2-3 jours après permet d'avoir ce recul. Voilà, petite parenthèse, désolé. Mais je trouve important de le préciser parce que souvent, j'ai des commentaires de gens qui ont tendance un peu à mélanger tout et ils se trompent, quoi. Je fais vraiment une analyse à l'instant T d'un match, point à la ligne, quoi. Et puis, qui dit analyse, dit avis, et tout le monde n'est pas du même avis. Et après, c'est intéressant de confronter nos avis pour justement voir pourquoi, comment, avec quel argument on a raison ou pas. Et puis après, voilà, c'est bien de débattre. Tout à fait. C'est l'objet de ces causeries. Exactement. On a Scaraboule qui nous dit au comptoir, tout le monde est entraîneur, et a raison. Ça me fait sourire parce que je crois que Sampaoli a fait une petite réflexion autour de ça, qu'il n'écoutait pas forcément les gens qui le critiquent et qui regardent le football en gros accoudés au bar. Donc
Ça me fait un peu sourire. Écoute, on finit toujours mes émissions par la petite partie prono parce que tu le sais, je suis partenaire avec le plus grand des parieurs sportifs. Je fais exprès de te taquiner parce que je sais que tu commences à être partenaire avec un autre qui est pas très très bon d'ailleurs. Non, j'ai aucun problème avec eux, je rigole. C'est évidemment une vanne, c'est du second degré. Mais c'est parce que les meilleurs sont The Bet, ça doit être pour ça que je dis ça. Non, et je voudrais... forcément, on est un soir de Ligue des Champions, on a nos grands amis parisiens qui jouent ce soir face à nos plus grands amis encore madrilènes. Comment tu vois la rencontre et si tu devais prendre un pari ce soir, qu'est-ce que tu prendrais? Alors, j'ai analysé évidemment la rencontre sur ma chaîne avec différents arguments. Je pense que pour la faire courte, je m'attends à avoir un Paris Saint-Germain bien différent de ce qu'on a vu en championnat. Je m'attends à avoir un Paris Saint-Germain en mode Barça, Bayern, Manchester City, qu'on a pu voir en Ligue des Champions à des moments clés la saison dernière et cette saison, avec notamment un premier quart d'heure qui devrait être assez attaque-défense côté parisien, à mon sens, avec des joueurs qui sont prêts pour disputer cette rencontre et pour montrer à l'Europe qu'ils veulent aller chercher la Ligue des Champions. Le seul bémol, c'est lié à... Alors, du côté Real, le fait que Benzema est une bonne chose pour le Real, mais ce sera pas à 100% pour moi, donc ça va jouer en la défaveur du Real. Le seul bémol que je vois côté Paris, probablement l'absence d'Idrissa Gueye au coup d'envoi. Parce que pour moi, c'est un élément stabilisateur du milieu, et si c'est Paredes, le Real va avoir un avantage dans ce milieu de terrain. Et si je dois donner un pronostic, moi j'ai misé avec mon site de Paris Sportif, mon partenaire Paris Sportif, sur une victoire du Paris Saint-Germain sans prendre de but. Ok. Eh ben, on a la victoire sur The Bet du Paris Saint-Germain qui est à 1,93. Et je vais essayer de regarder le clean sheet si je le trouve rapidement. Ouais, Paris n'encaisse pas de but. Elle est à 2,90. Elle est très très belle celle-là. Donc si vous voulez prendre un peu moins de risques, comme par exemple gagne et n'encaisse pas de but, voilà, sachez que le clean sheet à 2,90 est très très beau. Maintenant, je ne cesserai de le répéter, c'est du pari sportif les gars, on y va mollo, on joue ce qu'on est capable de perdre, ce qui fait que ça ne nous mettra pas en difficulté. Voilà, nous on est simplement là pour donner un peu notre avis, et donc si ça peut vous confirmer, vous conforter dans votre choix, eh ben tant mieux. Maintenant, encore une fois, vous faites vos propres choix. Comme je le dis dans ma fameuse rubrique pas si bête sur The Bet, je suis pas Paul Le Poulpe, je suis pas Madame Irma, donc voilà, vous êtes là pour prendre du plaisir avant tout en jouant, donc je ne serai jamais assez précautionneux là-dessus. Écoute, moi je vois bien un match nul. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'on va pas voir un grand match. On a envie de voir un grand match. Moi, j'ai envie de passer un bon moment devant ma télé. Mais il y a tellement de... Tu vois, autant le Real et les Parisiens arrivent avec des joueurs qui sont pas, à mon sens, pas prêts, qui reviennent de blessures, qui sont hors de forme, etc., etc. Et j'ai la sensation qu'on risque de voir, et j'espère me tromper parce que j'ai pas envie de m'ennuyer devant ma télé ce soir, mais de voir un match un peu ennuyeux où tu vois les forces s'équilibrent un peu, où ça manque un peu de finition, tu vois, de justesse dans le dernier geste. Je sais pas, j'ai tendance à m'imaginer un match comme ça, et donc je vois bien un match nul qui est coté à 3,85. Et si je devais me mouiller grandement, je prendrais même un score exact, tu vois, pour te montrer à quel point je vois un match enfin, pas terrible à regarder, c'est que je vois bien un 0-0. Je suis en train de chercher le score exact. C'est la grosse tendance de tous ceux que j'ai pu écouter récemment. C'est le 0-0, nul, etc. Eh ben, tu vois, le 0-0 est coté à 9. Ouais. Donc, voilà. Grosse cote. C'est vraiment une très belle cote, ouais. C'est vraiment une très belle cote. Et pour le coup, ça peut relier avec ton prono de clean sheet des Parisiens. Donc, peut-être que ça sera là. Et il y a un élément qui est important à prendre en compte, c'est l'importance ou la non-importance du but à l'extérieur, qui peut aller dans le sens de ton pronostic. Totalement. Là où avant, un joueur qui jouait à l'extérieur marquait, et à l'extérieur, au match aller, avait un ascendant sur le retour. Aujourd'hui, on n'a pas d'expérience, on ne sait pas ce que ça donnera de faire 0-0 ou 1-1
À l'extérieur, C'est la même chose. c'est exactement le même score. Donc peut-être que le Real va venir pour mettre le bus, entre guillemets. Ouais. Et jouer en contre, c'est déjà leur tactique, entre guillemets, encore une fois, d'avoir des lignes resserrées, de jouer sur la verticalité, de capitaliser sur la transition Benzema-Vini. Ouais, c'est une super remarque et franchement, c'est quelque chose qui m'était vraiment sorti de l'esprit, cette nouvelle règle, ou cette ancienne nouvelle règle. Mais effectivement, ça va faire jouer le match aller totalement différemment. Et c'est effectivement une bonne remarque qui peut se relier avec finalement nos paris. Alors, je vais pas te mentir, habituellement, The Bet me permet d'offrir à mon invité du soir des free bets. Si j'ai bien compris, tu n'as pas de compte sur The Bet et tu ne comptes pas en faire ce qui n'est... On va les faire gagner, à quelqu'un qui chatte. Exactement. Alors, tu veux les faire gagner comment? Parce qu'à la base, ils étaient faits pour toi, mais je vois que tu n'en veux pas. Non, mais c'est toi qui, non. C'est ton partenaire, c'est toi qui décides et on les offre avec grand plaisir à une personne qui nous a suivis pendant la... Et ben voilà, je vois que forcément quand on arrive en fin d'émission sur les pronos, ça intéresse un peu moins. Donc j'ai fait exprès d'attendre jusqu'au bout pour avoir les fidèles des fidèles. Écoutez, commentez pour ceux qui ont soit un compte sur The Bet, soit qui n'en ont pas et qui pourront d'ailleurs s'inscrire, j'en profite pour le dire avec mon code promo LTDLO. Alors encore une fois, je vais être très clair avec vous, j'ai rien à cacher. Sachez que quand vous vous inscrivez, vous m'aidez financièrement. Moi, je perçois une petite récompense suite à votre inscription si vous la faites avec mon lien ou mon code. Donc voilà, pour être très clair, voilà, ça permet d'acheter une webcam pour faire du Twitch, d'acheter de la lumière autour de moi pour mes vidéos, voilà, d'acheter un disque dur pour stocker tous ces matchs de l'OM qui me permet de vous donner, de vous offrir des analyses gratuites. Ça peut être, je sais pas, mon serveur pour mon site, pour mon application qui permet d'être... totalement gratuite pour vous. Donc voilà, sachez que c'est une manière aussi de récompenser mon travail et ce n'est vraiment pas rien. Donc dans le chat, si vous voulez soit vous inscrire, soit vous avez un compte The Bet et que je peux vous offrir des free bets, ceux qui étaient réservés à Christophe, n'hésitez pas à le dire et je vous les offre avec grand plaisir pour vous remercier d'avoir été là et de vous être abonné à mon Twitch ou de me suivre sur Twitter, etc. Il y a Flinch62, tu vois, tu es le premier à réagir, Flinch, qui nous dit « Seulement si je mise sur un but de KB9 ». Alors, je suis pas sûr de pouvoir te les offrir avant le match du Paris Saint-Germain. Je peux peut-être essayer de faire au mieux. Mais écoute, puisque tu es le premier à réagir, Flinch, je te les offre avec grand plaisir. Donc, n'hésite pas. Mais il aura l'occasion de le faire pour le match contre... Exactement. Et tu sais quoi, franchement, je peux peut-être réagir très vite. Et sinon, il y a Azertier qui nous dit « Je compte utiliser ton lien et miser contre un PSG. C'est donc parfait pour toi. » Eh ben écoute, voilà. On a Matzel qui nous dit « Salut Michel, je suis de retour. C'est déjà fini avec Pau. Tu m'en veux pas ?» Ah ouais, parce que j'ai vu en commentaire, il nous a dit qu'il nous avait fait un peu faux bon pour aller voir le Twitch de l'Olympique de Marseille où il y avait en invité Pau Lopez. Eh ben, okay. On n'est pas content, hein, parce qu'il y avait certainement le replay sur le Twitch de l'OM. Bon, écoute, on finit un peu en roue libre, mais n'hésitez pas à me contacter, que ce soit Flinch ou Azertier. Envoyez-moi un DM sur Twitter et promis, on s'arrange. Et si Azertier, tu veux t'abonner avec mon code, c'est encore plus royal, c'est avec un grand merci. Tout le monde derrière le Real pour éliminer le Qatar, on va pas se mouiller, on dit rien, on regarde le match, on est là pour prendre du plaisir. Hein. Bon Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur cette émission, d'avoir pris le temps d'analyser ce match avec moi. Franchement, c'était un grand plaisir, super cool. Merci Kevin pour l'invitation, c'est un plaisir d'échanger et on recommence quand tu veux ça marche. Un prochain match et une autre victoire. Ça marche, c'est noté, crois-moi. Et n'hésitez surtout pas du coup à aller voir le travail de Christophe. Donc YouTube, CM Football, sur Twitter, CM Football. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. J'essaie de lire les commentaires en même temps, mais là c'est parti un peu en vrille sur le match du PSG. Et bonne soirée à tous. Et PSG Real ou pas, on s'en fout. Allez l'OM surtout. Allez l'OM. Et à très bientôt. À tous. Et à très vite. Yes, à très vite dès la semaine prochaine pour la causerie ou dès lundi pour mon analyse, la zone technique. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut, ciao.